Ok, ben bonjour. Désolé, je ne suis pas préparé en anglais, donc je vais la faire en français. Du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Nicolas. Je suis développeur iOS depuis maintenant 4-5 ans. Et actuellement, je suis en mission chez France TV. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de comment créer un DSL en Swift avec l'attribut Result Builder de Apple. Alors, d'abord, pour commencer, c'est quoi un DSL? Un DSL, c'est l'acronyme de Domain Specific Language. Donc, c'est une façon d'écrire du code de manière plus expressive et beaucoup plus lisible dans des cas d'usage très spécifiques. C'est ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui va se rapprocher d'un langage proche du langage naturel et ça va justement avoir pour but de simplifier des API, des frameworks et d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à implémenter. Et justement, Apple récemment a mis en place un attribut, enfin récemment, il y a quelques années, un attribut qui s'appelle Result Builder. Donc c'est ce qui va nous permettre justement de créer notre DSL. Ça a été intégré avec Xcode 12.5 et la version de Swift 5.4. Il a plusieurs avantages cet attribut. C'est que le premier déjà, il est compile time feature, pardon. Donc du coup, c'est quelque chose qui va se mettre en place lors de la compilation. Donc du coup, on n'est pas dépendant de la version d'OS. Ça peut être implémenté sur iOS 13, 12, ceux qui le supportent encore, donc c'est très intéressant. Le deuxième avantage, c'est justement, ça va permettre de développer un DSL qui va permettre de structurer un certain nombre d'instructions comme des if ou des for. Donc voilà. Apple a déjà implémenté plusieurs Result Builder. Le plus connu, c'est le View Builder. Donc, je pense que tout le monde ici l'a déjà utilisé. C'est ce qui va permettre en SwiftUI de créer nos views. Donc, du coup, là, je vous ai remis rapidement la définition et la fonctionnalité de View Builder. Donc, on peut voir que là, on retrouve l'attribut Result Builder suivi de le nom de notre Result Builder qui est View Builder. Et ça, c'est toutes les méthodes que Apple, derrière, va implémenter pour implémenter ces méthodes en SwiftUI. On retrouve la méthode BuildBlock qu'on va voir par la suite et aussi les méthodes BuildEther qui vont permettre, elles, de faire des conditions. Donc, toutes ces méthodes-là, je vais vous les expliquer dans la suite de la diapo. Et du coup, justement, c'est ViewBuilder qui nous permet d'écrire ce genre de code. Ici, dans cette partie-là, il y a deux appels à ViewBuilder. Le premier, il se fait là sur le var body. Donc, c'est ça qui va permettre de construire derrière le SumView. Et il y a un deuxième appel à ViewBuilder qui se situe à ce niveau-là. Donc là, ici, il y a un ViewBuilder dans le content et c'est lui qui va derrière grouper le image text pour créer un tuple view et après, derrière, retourner ce qu'il faut en termes de view. Je vous ai mis une autre implémentation de Result Builder par Apple. Alors, elle est un peu moins connue et perso, je ne l'avais jamais utilisée. C'est Sharp Content Builder. Elle va permettre de créer des graphiques. Une nouvelle fois, je vous ai remis les définitions. Donc, c'est toutes les définitions qu'on doit mettre en place pour développer notre Result Builder. Et du coup, c'est ça qui, derrière, va nous permettre d'écrire ce genre de code. Derrière, il va y avoir un appel à Sharp Content Builder. Et du coup, c'est lui qui va s'occuper de faire le regroupement de toutes les backmarks ou les landmarks. Du coup, comment construire un Result Builder? Alors, j'ai commencé avec un exemple très simple, c'est le String Builder. Donc, du coup, pour créer notre DSL qu'on a appelé String Builder, c'est très simple. Il suffit juste d'implémenter la méthode static func buildBlock et dedans dire ce qu'on veut pouvoir traiter dans notre DSL. Typiquement, ici, je vais lui dire, j'aimerais traiter un ensemble de chaînes de caractères. Donc, du coup, j'ai rajouté component string. Du coup, ça va me permettre derrière de pouvoir écrire ce genre de code. Je pourrais maintenant écrire « Hello, comment vas-tu ?» Et du coup, au runtime, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la méthode buildBlock et il va lui envoyer le paramètre « Hello et comment vas-tu ?» Et derrière, ça va générer un string où il y aura des /n et du coup, ça va générer cet output-là. Du coup, comme je disais, la build block, ce qu'il faut faire, c'est lui dire ce qu'on veut implémenter dans le bloc. Typiquement, j'aurais pu rendre le bloc un peu plus complexe et lui dire, je veux que tu commences par un int suivi d'un ensemble de chaînes de caractères. Dans ce cas-là, j'aurais juste besoin d'implémenter une nouvelle méthode qui s'appelle build block, avec lui disant en premier un int, ensuite un ensemble de chaînes de caractères. Et du coup, on aurait pu écrire de nouveau ce genre de code du style func make sentence 1 hello comment vas-tu, et chacun des blocs allait être envoyé derrière, le 1 allait être envoyé à int et le hello comment vas-tu allait être envoyé à component. Et du coup, on aurait pu générer un output qui ressemble à ceci. Alors là, c'est très basique. Le but justement de Result Builder, c'est que ça nous permet aussi d'ajouter des conditions. Donc du coup, comment on ajoute une condition? C'est très simple. Il suffit juste d'implémenter les méthodes suivantes. BuildEther first, BuildEther second
et build optionnel. Donc ça, c'est des méthodes qui vont être aussi une nouvelle fois appelées au runtime, mais pas dans n'importe quel, enfin, dans un ordre bien précis, qui va ressembler à cela. Enfin, c'est le graphique que je vous ai mis là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, non. Du coup, quand j'écris ce genre de DSL, ce que va faire Apple, c'est que lui, derrière, il va créer cette architecture-là pour appeler nos différentes méthodes qu'on a implémentées. Du coup, imaginons, je me retrouve au runtime à avoir name égale Mathieu. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler la méthode buildBlock qu'on a implémentée, dans laquelle il va lui envoyer Mathieu, et ensuite, il va appeler toutes les méthodes qu'on a implémentées juste avant, buildEtherSecond, dans laquelle on va lui dire retourner une chaîne de caractères, puis buildEtherFirst, puis buildEtherFirst, et ensuite, il va appeler la méthode buildOptionnel. Du coup, à la fin, on va retourner la chaîne de caractères Mathieu. Et du coup, une autre chose, c'est que le build optionnel, il est pas appelé tout le temps. Il va être appelé que si j'ai un ensemble de conditions non bornées. Dans le sens où ici, j'aurais eu un else, et ben, il n'aurait pas eu besoin d'avoir un build optionnel parce qu'il il serait passé directement par le build des heures secondes. Donc du coup, voilà. Derrière, ça va nous permettre justement d'écrire ce genre de code. Donc maintenant, je peux implémenter mon DSL de la façon suivante, ajouter le @thingBuilder make sentence et écrire ce code-là. Et du coup, je vais avoir par exemple hello, comment tu t'appelles, le nom, elle va avoir Paul et toi, et etc. Et du coup, lui, ce qu'il va faire une nouvelle fois, enfin, ça va faire cet output-là par exemple, mais lui, ce qu'il va faire, Apple, au runtime, lors de la compilation, il va créer cette architecture-là pour pouvoir derrière, pour que derrière tout cela marche. Donc du coup, comment ça va se passer dans le cas où j'avais un nom qui était, enfin, dans le cas où ma variable était égale à Mathieu, lui, il allait appeler notre méthode buildBlock qu'on a implémentée et il lui aurait envoyé la valeur hello, puis la valeur comment tu t'appelles. Et ensuite, il aurait envoyé comme valeur le résultat de tout ce bloc-là. Donc du coup, comme nous, on avait Mathieu, lui, ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait appelé le build block avec Mathieu et toi, il aurait retourné les valeurs dans le build ether second, puis dans le build ether first, puis dans le build optionnel. Et du coup, à la fin, le bloc-là aurait reçu 3 valeurs, hello, comment tu t'appelles, suivi de Mathieu et toi. Et du coup, il aurait permis de faire l'output. Donc ça, c'est un peu comment marche Result Builder dans son ensemble. Il y a d'autres méthodes, alors je ne les ai pas tous détaillées, mais il y a d'autres méthodes qui peuvent être implémentées, comme build array. Ça va vous permettre de traiter un array dans votre DSL. Et aussi le fait de pouvoir override des expressions. Une expression, c'est quoi? Ça correspond juste à une ligne. Typiquement, ça, c'est une expression, ça, c'est une expression. Et du coup, on peut l'override. Du coup, avant d'appeler le build block, il aurait pu appeler, le build d'expression string et on aurait pu lui demander de mettre tout en majuscule. Et ensuite, il y a d'autres petites méthodes qui peuvent être implémentées, genre build block, ça c'est pour traiter quand on a un bloc qui est vide. Et build block content, c'est quand on a un seul élément dans le bloc. Alors, pourquoi je vous parle de Result Builder et comment nous on l'a implémenté chez France TV? Ça s'est retrouvé dans ce contexte-là où on a eu notre designeuse qui nous a présenté cette carte-là sur Figma qui permettait de. Enfin, elle nous a écrit une nouvelle carte sur Figma qui ressemble à ceci. Et elle nous a dit, ah, moi, c'est cool, je peux paramétrer enfin, je peux paramétrer différentes choses. Genre, je peux lui dire que je suis en preschool, tout ça. Et du coup, ça changeait la carte en live. Et nous, on s'est dit, ce serait bien que si on ajoute une carte dans le design system, on puisse lui ajouter de manière simple une façon de tester la carte pour être sûr qu'on est bien raccord et qu'elle puisse tester notre design system. Donc, on s'est dit, ah ben, on va créer une nouvelle feature, un menu debug, et pourquoi pas utiliser un DSL pour justement paramétrer ce paramétrage. Du coup, à la fin, ça ressemblait à ça. Donc, ça, c'était notre DSL final. Donc, du coup, on a écrit, je vais détailler ce que c'est Inspector View après, mais du coup, à la fin, pour obtenir cette vue-là, pour tester cette carte-là, il suffisait juste de créer ce DSL. Donc, du coup, imaginons je décide de créer une section, j'ai juste à écrire section Inspector View, qui va lui dire, c'est pour tester tout mon ensemble de vues. Et derrière, on peut lui dire, teste la couleur pour le background, teste le toggle pour cacher ou pas l'image. Et du coup, juste en écrivant ça, on peut tester de manière très rapidement avec différentes propriétés la carte sur une autre vue. Alors, comment on a fait ça? On s'est pas mal inspiré de tout ce qui était fait en SwiftUI. Donc, on a fait l'équivalent de la view en faisant notre inspecteur view. Comme pour la view, on lui a mis un body et on lui a mis au body, on lui a associé un result builder. Et par contre, on a ajouté un petit truc, c'est la fonction view builder. Donc, le but de cette méthode, c'est d'être implémenté pour derrière lui dire retourne un ensemble de view builder. Et c'est ce tableau de view builder qui va permettre de construire ça. Donc, du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retenir
une closure qui va nous dire, une closure qui va retourner un UI view kit, une vue UI view, qui va être la vue finale, et une hauteur, ça va être la hauteur de la cellule. Donc, du coup, l'étape suivante, ça a été de créer tous nos composants qu'on voulait utiliser dans notre DSL. Donc, on a créé un label, un picker, un toggle, un text field et un color wheel. Donc, ça va être tous les éléments qu'on va offrir, on va dire, à notre design system pour tester une vue qui est dans le design system. Donc, c'est très simple à implémenter. Il suffit juste de lui dire son body. Donc là, le body, il n'y a pas besoin de l'implémenter. Et derrière, il suffisait juste de lui dire comment allait être construit le view builder. Donc là, typiquement, là, je vais lui dire, construis un view builder et je veux que la closure, elle te retourne un UI label inspector view. Et là, typiquement, je vais lui dire, retourne un UI text field inspector view avec une AI de 70. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a commencé à mettre en place notre DSL via Result Builder. Donc, comme je disais, on a ajouté juste l'attribut Result Builder, qu'on a appelé Result Inspector View Builder, et on a implémenté la méthode BuildBlock pour pouvoir les assembler ces composants. Alors, on a utilisé ce que nous offre Apple depuis peu, c'est le repeat each. Donc, c'est ce qui va faire, on va lui dire à notre bloc, on veut que notre bloc, tu puisses gérer un ensemble d'éléments qui héritent d'inspector view, et on veut que tu nous retournes un tube inspector view. En faisant ça, on s'arrange pour que notre DSL ne gère que des éléments qui héritent du protocole inspector view. Et du coup, que va faire le tube inspector view? Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer tous les éléments qu'on envoie dans le rich content, il va le mettre dans un tube, ça ressemble un peu au tuple view de SwiftUI, et derrière, quand on va appeler la méthode viewBuilder dessus, il va faire juste un mirror pour récupérer tous ces sous-viewBuilder. Du coup, à quoi ça va ressembler? Si je me retrouve à avoir ce code-là, donc à écrire un shell inspector view qui a dedans un toggle et un picker, et ici un parent inspector view qui lui va récupérer justement ce shell inspector view et ajouter une text inspector view, il va faire la chose suivante. Il va dans un premier temps appeler le build block avec le toggle inspector view et le picker inspector view, et ici il va créer un tuple view qui wrap nos deux éléments. Et ensuite, il va refaire un build block qui va récupérer ce tuple view-là et ce text field-là pour avoir à la fin un output. Du coup, quand on va faire output.viewBuilder, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer le tuple view.viewBuilder, donc celui-ci. Et dans ce tuple view.viewBuilder, il va aller récupérer tous ces tous ces viewBuilders. Donc, il a deux viewBuilders récupérés, celui du tuple view et celui de la text field. Et à la fin, du coup, le tuple view.viewBuilder va récupérer les deux derniers éléments, ce qui fait que notre pote, lui, du coup, il va récupérer un toggle inspector view, un picker inspector view et un text field inspector view, et ça va nous créer derrière notre settings. On a fait la même chose pour les conditions, mais je n'ai pas trop voulu ajouter de complexité dans la diapo, donc du coup, je ne l'ai pas mise, mais je pourrais partager le code si besoin. Avant de vous présenter, je voulais vous mettre les avantages du Result Builder. Donc, dans les avantages, c'est l'avantage de pouvoir simplifier du code. Donc, quand on a du code très encombré, on peut décider via un espèce de wrapper, parce qu'au final, le DSL, c'est un peu un wrapper, de créer donc on peut simplifier du code. C'est aussi idéal pour les tâches récurrentes dans un projet. Donc, pareil, si on se retrouve des fois à faire des trucs complexes, ça peut être simplifié aussi via un DSL. Et ça permet d'expliquer sans implémenter, ce qui était un peu le cas ici. Ça a permis de juste, en écrivant de manière simple, d'expliquer ce qu'on veut faire. Et derrière, lui s'occupe de créer la view. Et hop, dans les à noter, il y a la courbe d'apprentissage. J'ai un peu piqué ça à Apple dans leur diapo, mais typiquement, apprendre un DSL, ça prend du temps. Donc, si on avait déjà une architecture qui marchait sans DSL, il faut noter que, si on a un SDK et on décide de livrer notre SDK avec un DSL à la place des méthodes traditionnelles, il faut noter que maintenant, ça prendra un peu plus de temps à apprendre le nouveau langage. Et un autre truc que j'avais noté, et j'aimais bien cette phrase, c'est qu'un DSL n'est pas obligatoire. Tout peut être fait sans DSL. Au final, le DSL sert juste à simplifier les choses. Hop. Du coup, là, je voulais vous faire une rapide démo de justement comment nous, ça nous a permis de simplifier notre code. Alors, c'est pas mon ordinateur, donc je galère un peu. Je vous en pleine. Hop, hop. Ouais, ça. Ah, du coup, je ne veux pas afficher.
Faut que je replace ça. Je me dépêche. Tu le mets comment en plein écran? Je le fais, hop. Tu peux le slide, je crois. Si tu le slides en haut. Ah, là. Non. Où elle est ma souris? Hop. Ouais, c'est-à-dire tu dois partager l'écran en même temps. Ça va être compliqué. Tu vois, je galère. Ah, puis je suis en accès. Du coup, là, du coup, comme je disais, ça, c'est notre code. Et du coup, derrière, c'est le DSL. Et du coup, si je compile. Je vais mettre comme ça, ça sera peut-être plus simple. Où est-ce qu'elle est la souris? Pardon? Ouais, alors je suis en galère, je suis pas habitué à tout ça. Où est-ce qu'il est déjà mon simulateur? Ah, j'arrive pas à dropper. Ah. Il n'y a pas moyen juste de partager l'écran là? Ouais. Vous avez vu? Enfin, juste partager cet écran-là. Cet écran-là, ouais. Parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, je ne sais pas. Je n'arrive pas à dropper le simulateur à gauche. Non, je connais que de là. Ah, display? Non. Ah, avant, je mettais display. Désolé. Sinon. Où Jason? Jason? Il n'est pas là. Non. Je pense que c'est autre chose. Non, oui, c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à lui envoyer le. Ah, mais attends, c'est parce que j'étais en plein écran là-bas. Non, t'es pas en plein écran. Ah, ok. En fait, j'arrive pas à bouger la souris. Il passe pas de. Ah, attends, non, c'est pas ça, tu avais des desktops. Moi, je suis pas habitué d'imiter l'écran en plus. Ah, mais attends, on a plus de. Ah, peut-être pour ça. C'était pour faire basculer le signe. Ah, voilà, c'est bon. Ok, on l'avait pas. Ok. Branché. Donc là, Alors, en vrai, je Non, c'est bon, c'est bon. Ouais, si c'est possible d'avoir tout en 1. comme ça, yes. Ok, ah. Mais j'ai l'impression que c'est inversé, non? Du coup, on a le partage. Screen. Il n'y a pas moyen d'avoir tout en un seul écran sans être chiant. Comme ça, moi, je peux taper là, tu vois, sans. Non, je pense pas. Ok. Ça va aller comme ça? Ouais, ça devrait faire. C'est juste que c'est bizarre. Ok. Du coup, là, c'est le DSL qu'on a mis en place. Et du coup, quand je compile, je galère avec la souris. Quand je compile, j'espère que le compilateur va venir. Du coup, ça nous permet justement, comme on disait, la souris allait, de changer le fond de notre background facilement. Je suis en galère avec la souris. Je suis désolé. Ça nous permet aussi de montrer ou de cacher un élément. Et hop. Ou de changer ou de changer le texte à la volée de notre carte quand on a un ou plusieurs éléments, ou même de changer la fonte de la carte. Et du coup, je voulais vous faire un changement avec du code, mais en vrai, je galère tellement avec la souris que je n'ai pas trop envie de m'aventurer là-dedans. Mais je vais faire tout avec mes mains. En vrai, on aurait pu, par exemple, là, on a un Color Wheel Inspector View et un Picker Inspector View. Donc, on aurait pu les réunir en une seule view et rappeler ça, et du coup, simplifier ce code-là. On aurait pu ajouter des conditions.
Et on a fait un petit truc aussi en s'inspirant de SwiftUI. On a mis en place des inspecteurs state. Donc ça, c'est des property wrappers dans lesquels on a mis un observable. Et le but de ça, c'est dès qu'il y a un changement sur une de ces éléments-là, eh ben, on a la méthode onUpdate qui est censée être appelée. Et du coup, c'est pour ça que quand ici, je change un élément, ça va changer le background color ici. Et du coup, la méthode onUpdate, elle est appelée. Et du coup, c'est là où on fait le reload de la view. Voilà, voilà. Ouais, du coup, je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, c'est la diapo question. Ouais, déjà bravo, parce que vous avez fait un espèce de storybook sur mobile et pour avoir. Moi, ce que je trouve que c'était cool, c'est que ça permet aussi de comprendre. Je te coupe. Ouais. Mais ça permet aussi de comprendre un peu comment marche SwiftUI et justement l'étude preview et tout, et comment derrière c'est implémenté. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est c'est intéressant. assez complexe parce que pour mon côté, pour avoir regardé un peu, déjà félicitations sur ça. Moi, j'avais plus une question sur la maintenabilité, vu que vous créez pas mal de code. Un design system, c'est déjà pas mal de maintenabilité à avoir, de documentation à créer. Je suppose que vos La DSL, réalité, vous c'est les que avez. on implémenté derrière. Enfin, on a fait ça en démo, on s'est amusé à faire tout ça, sauf que le problème derrière, on est passé de UIKit au SwiftUI, et derrière tout ça, ça n'a pas suivi, et c'était un peu du side project. Okay. Donc du coup, on n'a pas été jusqu'au bout. J'ai vraiment fait la démo plus pour montrer comment ça marche et tout, et comment ça peut être implémenté, et quels sont les avantages. Mais derrière, oui, on n'a pas implémenté. On n'a pas. Je pense qu'il y a une idée à pousser. Ouais, ça peut être cool. Je pense que ça peut être même en projet à côté, ça peut être fait en librairie, ça peut être utilisé, ça peut être mis sur un Git. Mais derrière, on a un peu laissé à ses occupations et je voulais faire la présentation il y a très longtemps. Donc le projet a 1 an. Du coup, c'est le temps de m'y mettre et tout. Donc voilà, ça n'a pas eu de suite. Ok. Du coup, pas de questions. Désolé. Et la prochaine étape, tu ne vas pas juste faire avec un décorateur qui te génère le truc, te l'insère au bon endroit, une petite macro, et puis on n'en parle plus. Après, ouais, voilà, il faut mettre du temps et tout, mais oui, ça peut être cool de simplifier ça. Après, le problème, c'est qu'à l'époque, quand j'ai voulu refaire la présentation, je me suis dit comment implémenter ça en SwiftUI pour que derrière, pareil, on puisse, comme maintenant, c'est plus facile de faire du design system en SwiftUI via les views, ce serait bien que ce code-là puisse être utilisé derrière en SwiftUI et tout, mais pareil, faute de temps, j'ai pas eu le. Non, parce que typiquement, tu peux utiliser tes build blocks en fonction du type de variable que tu as et automatiquement décider quel est ton picker, ton truc, ton machin. Donc, tu peux simplifier encore un petit peu. Oui, je crois que ça peut être encore simplifié. Et juste pour rebondir, après, tu publies ça et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seraient très contents. Oui, je suis assez d'accord, ça peut être. En vrai, j'ai plusieurs fois, je me suis dit, faut que je le fasse en librairie. Mais comme je n'avais pas encore réussi à gérer le SwiftUI avec ça et que j'ai pas eu le temps, à l'heure actuelle, avoir ce genre de librairie en UIKit, c'est pas full intéressant, enfin, de mon avis. Ok. Est-ce qu'on a une autre question? Est-ce qu'on a un petit creux? Enfin, quelque part, inspiré par la question de Zeno, est-ce que ça pourrait être intéressant comme projet open source un jour? Ouais, pour le coup, ce que je disais, ça peut être cool, mais il faut que on n'a pas eu le temps et c'est que ça prend du temps à mettre en place de l'open source et derrière, il faut le maintenir. Mais ouais, ça peut être la suite. Pas seul, pas maintenir seul, mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. En vrai, pour le coup, je trouve que ça peut être cool justement. Parce que nous, je me rappelle, il y a très longtemps, on avait mis en place un design system dans notre app. Et c'est vrai qu'en général, on ne peut pas les paramétrer ou ils sont fixes. Et là, ça permettrait de pouvoir le paramétrer de manière rapide. Et enfin, franchement, il y a 20 lignes de code pour derrière le paramétrer et avoir quelque chose de réutilisable. Et même, là, le morceau du DSL, c'est comme je disais, c'est quelque chose de simple. C'est dans un monde imaginaire, ça peut être écrit par l'UI qui va dire, moi, je vais tester la vie avec ces éléments-là, ces éléments-là. Justement, ayant croisé la question des design system 2 fois, juste pour moi, sur des projets, et aussi avec différents niveaux d'expérience avec SwiftUI, dans l'équipe, je pense que c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est le cœur de ça. Donc, avoir un menu debug caché avec tous les éléments qu'on a dans le design, ça peut être cool. Donc, merci d'avoir présenté ce soir. De rien. Dernière question.
Déjà, je pas juste que j'ai pas dit un truc, mais j'ai pas pu le montrer via la démo parce que j'avais du mal avec l'ordinateur. Mais il y a possibilité de mettre des conditions. Genre justement, c'est pour ça que j'ai un peu parlé du build-ether. Mais derrière, genre typiquement, tout peut être conditionné avec des if ou des else. Et genre, on peut mettre, je veux afficher cette vue ou pas dans le DSL et du coup avoir un truc plus dynamique. Enfin, voilà. Désolé. Du coup, je te laisse poser tes questions. Non, pas de problème. Non, mais merci pour la présentation. C'était très intéressant pour comprendre les résultats builders. Après, moi, sur la partie Swift UI, moi, je dirais que si je devais faire ça, je le ferais directement en Swift UI. Ah oui, en fait. pour le coup, oui. Franchement, je vois mal. Je suis complètement d'accord. En fait, le but, c'était vraiment de montrer comment on peut faire ça. Non, mais tout à fait. Non, mais par rapport aux discussions qu'on a, ça en fait, je vois très bien qu'en Swift UI, ayant déjà ça intégré à l'intérieur. En vrai, le but de la présentation, c'est un peu magique, en fait. On pourrait le faire directement. Complètement d'accord. Mais le but de la présentation, c'était vraiment de montrer vraiment comment ça marche un DSL. Et après, moi, j'ai pas eu d'autres idées pour l'implémenter, mais peut-être que des gens ont d'autres idées de faire leur DSL d'une certaine façon. Et derrière, vont préférer implémenter ça autrement. Mais c'était vraiment pour montrer. Enfin, je trouve que c'était quelque chose qui était un peu sous-coté et c'était pour montrer les opportunités qui peuvent être faites. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien quand on a un APK. Tout à fait, non, mais c'est très puissant, je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci.